Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une boutique ? C'est deux choses. C'est déjà, évidemment, trouver l'emplacement. Donc ça, c'est essentiel. Et surtout, après, c'est trouver les humains qui vont aller la manager, qui vont aller l'animer. Et ça, c'est aussi essentiel que les produits qu'on vend. Parce que c'est vraiment une boutique sans de bons vendeurs, ça ne fonctionne pas. Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir Bertrand Durand-Gasselin, qui est le cofondateur avec Mathieu Rivory de Sigal. Salut Bertrand, ça va ? Salut Laurent, ça va. Ouais, jusqu'à ce que tu arrives, jusqu'à ce qu'on en parle tout à l'heure, j'appelais ça Sigal. Ouais. Mais tu nous expliqueras, avant de réaliser en fait que non, c'est Sigal. Et pourquoi Sigal ? Parce que vous êtes du sud, mais tu nous expliqueras, il y a d'autres raisons à ce nom assez sympa. Sigal, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des vêtements qui facilitent la vie, donc des vêtements techniques pour la vie de tous les jours ? C'est ça, on a créé la marque il y a 8 ans et on développe des vêtements techniques, mais qui ont pour particularité de te faciliter la vie parce que tu peux les mettre en fait tous les jours, en voyage ou dans ta vie de tous les jours, même pour faire du sport. C'est mon cas. Et je pense que... Alors, mes collaboratrices au boulot se foutent de ma gueule et ma femme n'en peut plus, mais moi j'ai un jour trouvé un super vêtement technique, mais qui a pas l'air d'un vêtement technique, un vêtement qui a pas l'air d'un vêtement sportif. J'en ai acheté 3-4 et depuis la marque que j'avais choisie n'en fait plus. Tu veux chez moi ? Je suis totalement sensible au sujet d'un vêtement qui est pratique, agréable, qui sèche vite, qui est léger, qui tient pas chaud, mais qui a l'air sérieux et qu'on peut mettre dans une réunion avec un client. Et c'est ce qu'on fait. Ok. Donc tu l'as cofondé avec Mathieu Rivory, lui une première expérience en M&A en banque. Toi, tu vendais des tuiles à l'autre bout du monde, c'est ça ? C'est ça, c'est mon parcours. Ouais. Après mon école d'ingé, je suis parti en Chine, à Shanghai, et je vendais des tuiles sur des maisons chinoises. Des tuiles sur des maisons chinoises, parce qu'ils aiment bien les tuiles françaises, ou en tout cas les produits importés européens. La terre pour fabriquer les tuiles, elle venait d'où ? Les usines sont un peu partout en France, chez Terreal, elles sont à Toulouse, ou même dans la région parisienne. Donc des matériaux français, ouais. De la confection française, ouais. Et l'envoi en Chine. Il paraît que t'aimes bien le panier ? J'adore ça. J'écoute religieusement ce podcast. Je fais la parenthèse, ça me fait plaisir. Shameless. Sigal, c'est très très cool. C'est très très cool pour plein de raisons. Déjà, vous êtes 7 employés, cet équivalent temps plein, pour 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, une très très belle efficacité. Surtout que, et ce sera un des points qu'on va aborder, vous avez interné la logistique. Tout à fait. 5 millions d'euros, c'est un panier moyen à 100 euros, donc à peu près... 50 000 commandes à l'année. Ouais, c'est ça. Ça fait quoi ? Ça fait 200 par jour, c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Ouais, dans les bons moments, c'est ça. D'accord. Asset et en internalisé. Donc ça, ce sera un des sujets qu'on va aborder. Vous êtes bootstrappé ? Depuis le début. Depuis le début, vous avez lancé la boîte en 2014. En 2016, vous faites une campagne de crowd. Tu nous raconteras comment ça s'est passé, s'il y a des enseignements à en tirer. Ouais. Et du coup, 8 ans plus tard, 5 millions d'euros, une boîte qui va bien, qui est rentable. Absolument. Et le tout sur fonds propres. Et asset. Asset, c'est important. Oui. Pour ceux qui ont des grandes équipes. Non, et surtout, c'est marrant, tu me l'as dit tout à l'heure, mais un rythme de vie qui est vraiment agréable. Donc, tu as vécu à Shanghai pendant 4 ans. Ouais. La ville des villes, la reine des villes. Absolument. L'une des reines des villes. Aujourd'hui, à Toulon, dans le sud, tu amènes tes enfants à l'école et tu les récupères le soir et tu as une boîte qui marche. Je trouve ça très cool. On creusera le sujet. Vous avez un showroom à Toulon, là où vous avez vos bureaux, mais vous avez aussi une boutique à Paris que vous avez ouvert il y a un peu plus d'un an, en juin 2021, si je me souviens bien. Tu nous raconteras pourquoi et comment ça marche. Vous êtes sur PrestaShop depuis le début. Vous passez de 1.6 à 1.7.
Tu nous raconteras pourquoi PrestaShop et les enseignements de cette migration que vous êtes en train de faire. Et on fera aussi un petit détour par le design produit. Avec plaisir. Je vous ai... En fait, chères auditrices, chers auditeurs, l'histoire est la suivante. Moi, je ne jure que par mes quelques t-shirts qu'il va falloir que je change, mais ça tombe bien que tu sois là aujourd'hui. Et j'ai été targeté sur Insta par votre marque. Donc, j'ai creusé un peu, j'ai trouvé ça cool. J'ai contacté... Je pense que j'ai dû contacter Quentin, Mathieu et Bertrand qui est là aujourd'hui en me disant mais tiens c'est sympa, est-ce que vous avez des choses à raconter, et puis voilà, on les raconte aujourd'hui. Et du coup j'avais noté que vous aviez quelques t-shirts ou quelques produits techniques, tu vois, mais pour le quotidien. Et en fait tu me dis tout à l'heure que vous avez 160 refs. On a une belle grosse gamme, on fait tous les vêtements que tu peux porter au quotidien, donc tu peux t'habiller uniquement chez nous. Et c'est ce que font quelques-uns de nos clients d'ailleurs. Ils ne s'habillent que chez vous? Absolument. Bah, tu me raconteras la genèse tout à l'heure. Mais donc 160 produits avec une prod en Europe et en Méditerranée et un design surtout qui est fait aussi en interne par toi. Complètement. C'est ça. Multicasquette le gars. Cool. Bref, plein de belles choses à raconter. Je suis très heureux de te recevoir. Raconte-moi ton retour de Chine du coup. Ouais, donc on a fait 4 ans de Chine. Enfin, j'ai fait 4 ans en Chine et je suis rentré récupérer la douceur de vivre de mon Toulon natal. Et c'est là que j'ai décidé de créer une société. Alors, j'avais pas d'idée, mais j'avais mon pote Mathieu qui, en même temps, lui, sortait de 4 ans en banque et voulait aussi changer de vie. Et on s'est dit, tiens, si on montait un projet ensemble. Et du coup, la première idée, c'est quoi ? On est passé par plein d'idées différentes, mais on est assez vite quand même tombé sur ce consensus-là parce que c'était période estivale et on se baladait tout le temps en maillot. Et on avait ce problème que rencontrent beaucoup de gens et que nous racontent également nos clients, qui est le filet en mèche, un peu grattant, qui retrouve à l'intérieur des maillots. Ouais, qui reste humide parce que tu t'es baigné, que tu retournes dans l'eau, que tu ressors, bref, et qui t'irrite les cuisses, c'est un enfer. Ouais. Voilà, si tu passes un petit peu de temps avec, si par malheur tu vas faire un peu de sport avec, et ben tu te retrouves avec les cuisses en feu. Ok, et donc vous partez là-dessus ? Et on part sur un projet. Vous êtes ingé tous les deux. Hein. Ouais, c'est ça. Ingé tous les deux. Toi, tu as vendu des tuiles. Lui, il a vendu des boîtes, du coup. Ouais. Il a acheté des boîtes à Londres. Et vous mettez à fabriquer des maillots de bain. Ouais, on est parti sur ce projet un peu bille en tête. On s'est dit, tiens, mais on se donne un petit peu de temps. On avait nos chômages respectifs et on s'est dit, tiens, on a un peu de temps pour explorer ce projet. Ok. Et alors, tu commences où ? Alors, c'était une bonne question. On est parti sur le développement. Donc, je me suis mis à chercher les matières qui vont bien, un design qui va bien. Et puis, on a commencé à créer un short, en fait, tout simplement. Une pièce, un modèle, très simple, 5 tailles, 2 couleurs. Et puis, c'est parti. On a même mis tout notre argent sur la table pour pouvoir acheter nos 500 premiers shorts. Vous aviez le chômage tous les deux ? Ouais. Ok. Premier business angel de France. Hein, ça, on le dit. Et vous le dessinez vous-même ? Alors, on fait appel à une copine qui était en école de mode et qui nous aide bien à dessiner ce premier short. Donc, on a vraiment passé du temps à développer ça. On s'improvise pas non. Dans le textile, enfin. Non, complètement, je confirme. Donc, nous, on s'est mis dedans. Donc, moi, je me suis occupé de la partie tissu, développement tissu, relations fournisseurs. Et pour ce design, on s'est fait aider. Ouais. Ok. Et la prod ? Et la prod, on est tout de suite parti dans un atelier partenaire en Tunisie qui fabriquait déjà des vêtements pour le sport avec des matières techniques stretch et qui nous a fait une super première prod. Comment tu l'as trouvé ? C'est du bouche à oreille, ça. Donc autour de toi, des gens qui étaient dans le textile aussi, qui avaient... Complètement. Ok. Il a fallu y aller ? Bien sûr. Il a fallu y aller, contrôler les prods, s'assurer que tout allait bien. On était flippés. C'est notre première prod, 500 pièces, c'était énorme pour nous. C'était pas mal d'argent. On mettait toutes nos économies sur la table et on s'est dit, tiens, on va aller vendre. Mais au début, on savait pas trop comment est-ce qu'on allait les vendre non plus. Ok, on va y venir dans une seconde. Mais donc, Mathieu et toi, vous prenez l'avion pour Tunis ? Ou non, vous étiez dans le sud, à Sousse, c'est ça. Voilà. Pour aller voir vous avez fait plusieurs entrepôts ? Non, parce qu'on vous avait recommandé celui-ci. Un seul qui travaille très bien pour des super marques. Donc on s'est dit, tiens, on y va, on travaille avec eux. Qu'est-ce que tu as fait à distance avant d'y aller ? On a envoyé des matières et des patronages. Ouais. Ok. Et puis tu y vas pour contrôler ? Et finaliser les protos surtout, parce que c'est là où c'est important. Et les derniers détails de finition, tout ça. La boîte existait déjà ? On a créé la boîte en février 2014. On a lancé le produit le 1er mai 2014. Ok, donc tu te retrouves avec 500 maillots en 4 tailles, c'est ça ? 5 tailles ? 5 tailles et 2 5 tailles à Toulon au début de l'été 2014. Dans le garage de mes parents. Dans le garage de tes parents en mai 2014. Ouais. So what ?
Eh ben, on s'est dit comment on va les vendre. Alors du coup, on est allé voir des boutiques avec notre proto, et les boutiques nous disent ah mais monsieur, si vous voulez vendre ce short à ce prix-là, moi il faut que je l'achète le prix que vous me dites divisé par 3. Et nous, tu te souviens combien il coûtait ? Ouais, il nous coûtait cher, hein, parce que c'était les premiers devs, ils nous coûtaient à peu près 45 €, un truc comme ça. Donc on s'est dit, ouais, on va... 45, je m'étais dit 5 ou 10 en tête. Ah non. Et t'en as fait 500, 5 x 5, 25 000 euros ? Absolument. 2500, ouais. Non, 25 000. Ouais, c'est ça. Ok, il faut les vendre. Ah, mais il fallait les vendre. Et, puis, et du coup, on s'est rendu compte que le business des revendeurs n'était pas pour nous, parce que toute la marge était absorbée par le distributeur. Ils demandent un x3, en gros. Hein. Ouais. Et du coup, on s'est dit, la solution, c'est la vente en direct en ligne, parce que c'était le moment où ça commençait à grenouiller pas mal avec des nouvelles marques, des NVB. Il y avait aussi Kickstarter qui nous faisait un peu rêver. On voyait des projets aux États-Unis qui faisaient des centaines de milliers de dollars avec des monoproduits. Donc on s'est dit, tiens, mais il y a un truc à faire là-dedans. Alors plutôt que de lancer un Kickstarter, parce qu'on n'avait pas trop le temps, on a pris le risque du stock, on a acheté et on a voulu vendre, se confronter au marché dès la première année. Donc on est en 2014, ouais. Vous avez vos 500 pièces, vous décidez de partir en D2C, en direct to consumer. Ouais. Ok. Et là on s'est dit, il faut créer un site web. Comment on fait ? Et là mon pote Mathieu il s'est dit, mais attends, moi j'ai fait des cours d'info à l'école, qu'est-ce qui m'empêche de le faire moi-même ? Donc il a regardé les solutions qu'il y avait à ce moment-là. Il n'y avait pas encore vraiment Shopify qui était dans les balbutiements. Il y avait surtout Magento et Presta. Et du coup, on est parti à fond sur Presta parce que c'était une solution française et qui nous allait bien. Française, open source, efficace, souple. Ouais. Exactement. Donc à moindre frais, on a développé un one page avec un checkout et c'était parti. Mais attends, ça je suis désolé, mais c'est vraiment un truc d'ingé, ça. Ah, je fais des généralités. Il n'y a pas un moment où vous avez juste pris un CAPA pour aller en vendre sur la plage ? Pour tester le marché. Ouais, si, bien sûr, on a fait un peu des marchés, on a fait des choses comme ça, en local, quoi, pour voir un peu le produit, s'il y avait une appétence. Mais bon, c'était un produit qui était cher, parce que c'était pas évident de vendre un maillot à ce prix-là. Toi, tu le recevais à 45 ? Moi, je le recevais à 45. Ok, donc il faut le vendre au moins le double pour. Voilà, mais on le vendait TTC à 129 la première année. 129 Là, aujourd'hui, il est à 98, mais on le vendait à 129 à l'époque parce que c'était. Mais c'est pas un maillot de bain, c'est un short. C'était un short polyvalent. C'est ça, ok. Et puis on avait vraiment utilisé des matériaux de qualité. On achetait vraiment des tissus qui étaient très chers, du Made in Italy dans une super usine dans laquelle j'étais allé voir un peu la fabrication. Donc c'était vraiment le top du top en termes de tissus et aussi de confection. On n'avait désigné sur aucun détail. C'est intéressant. Je suis en train d'essayer de chercher des parallèles, mais faut ne pas commencer par le bas. Il est beaucoup plus facile de descendre en gamme que de monter en gamme. Quand tu as vendu des Swatch, c'est difficile de vendre une Moon Swatch à 500 balles. Ce que vient de faire Swatch avec un partenariat avec Omega. L'inverse, c'est plus simple. C'est plus simple de commencer par la Tesla. Je sais jamais les S, c'est ça la première, et de descendre dans la Tesla 3 que de faire l'inverse. Donc vous êtes parti directement. Ça a été un choix, ça, une question ? Partir sur un short cher ? En fait, non, ça n'a pas été un choix faire un short cher. On voulait juste faire le meilleur short possible. On comprenait rien au produit. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait des économies à faire sur par exemple, des tissus. On avait vraiment fait de la surqualité sur ce produit-là, qui était notre tout premier produit. Mais disons que on est un peu allé à la fleur au fusil et on s'est rendu compte que pour rentrer dans nos coûts, il fallait qu'on le mette à ce prix-là, quoi. Il y a un moment où tu te dis, putain, on a fait une grosse connerie ? Cet été, là, 2014, non, parce que sur les marchés, t'en as pas vendu énormément. Ouais, mais on avait la tête dans le guidon, on s'occupait des ventes, nous, et on était très, très, très focus vente. On s'est dit, on a l'été, on a une fenêtre de 3 mois. Si on n'a rien vendu en 3 mois, on verra, quoi. Au pire, on les écoulera pendant 10 ans, ces shorts, mais on les a. Bertrand, chers auditrices, chers auditeurs, donc, et son cofondateur Mathieu sont tous les deux ingé, mais toi, t'as fait 4 ans de sales dans la boîte où tu vendais, c'est ça ? Enfin, tu faisais du bizdev. Oui, je faisais du bizdev. Ok. Donc, vous mettez en place un Presta. Ouais, Presta, on code ça, un joli one page très simple, fluide, et c'est parti. Solution de paiement crédit mutuel de l'époque, à l'ancienne. Et puis, et le 1er mai, on fait un launch public, mais en fait, il se passe rien. Mais ça a été rapide quand même. Ah ouais, tu les avais quand, les shorts ? Je les avais le 1er mai, quand on a lancé. Ah d'accord, t'as lancé le site en même temps que les shorts, pardon. T'as pas eu... Non, d'accord. J'ai pas fait de précommande. Ok, donc maintenant t'as du stock, t'as de la marchandise, t'as un site de vente. Et il se passe rien. Bah non, bien sûr. Personne ne... Build it and they will come. Exactement.
Donc là, c'était le début, un peu micro-influence, blog, ça marchait bien à ce moment-là. Donc on a fait un peu de gifting sur des blogs hommes, mode masculine. Donc là, on avait vraiment notre clientèle parfaite parce que c'était des gens qui étaient sensibles aux vêtements, qui avaient du pouvoir d'achat et qui étaient OK d'acheter sur Internet. Donc ça correspondait bien. Et donc là, ça a pas mal marché. Ça nous a généré nos premières ventes. Et après, avec de l'huile de coude, les copains des parents, des ci, des là, on a réussi à écouler près de 400 shorts la première année. Des shorts, tu peux en mettre assez longtemps dans la saison, mais il faut quand même pas rater l'été, quoi. Ah non, là on avait une fenêtre de 3 mois et même si après on le vendait en short de sport que tu peux mettre toute l'année, au final c'était, on va dire qu'à mi-août, la fête était finie, quoi. Et donc tu me dis que vous avez écoulé 400 shorts. 400 shorts en 3 mois, à la fin de l'été. Ouais. Donc laisser transformer. Laisser transformer, on est ravis, les clients sont ravis, on se dit tiens mais on va créer une gamme autour de ça parce qu'on n'a pas envie de vendre nos shorts en Australie parce que c'est trop complexe, c'est trop loin. Donc on s'est dit next, qu'est-ce qu'on fait? Et on n'avait plus de stock, plus rien à vendre. Et là on avait une traversée du désert parce qu'on avait un joli site sur lequel on vendait un produit estival, mais là on allait commencer une saison qui n'allait pas nous plaire. Et en gros c'était plutôt pour valider l'essai en se disant OK, on est prêt à créer une marque et maintenant on se lance dans le projet. On est prêt à créer une marque et maintenant on se lance dans le projet. Donc tu avais ton coup d'essai qui avait été couronné de succès, qui t'avait confirmé qu'il y avait une appétence, un besoin. Tu avais testé un circuit de prod avec un partenaire en Tunisie, du textile italien. Tu as ton site. OK. Et là, il se passe combien de temps avant la prochaine Là, il y a une longue période où en fait on développe d'autres trucs. Donc on se dit tiens, mais on va faire des t-shirts par exemple. Donc là, moi, je me mets à fond dans le truc. C'est-à-dire que je fais tous les salons pro du monde du textile. Je visite plein d'ateliers. Et là, en fait, je me mets à vraiment comprendre comment marchent les tissus, les appros de fil, les fournisseurs de matière. Et donc là, je fais un peu le tour des popotes, sachant que on avait l'idée déjà initiale de faire des vêtements techniques avec des vêtements textiles, du textile du monde du sport, mais pouvoir le mettre tous les jours avec des coupes, on va dire modernes et qui se portent, mais pas forcément que pour le sport, quoi. Avant d'avancer, donc vous aviez une vision. Ouais. Tu la poses dans une plateforme de marque. Non, on discute ensemble. Ok. Ouais. Mais vous l'écrivez quelque part, vous l'accrochez sur un mur. Pas vraiment. Non. C'est aussi peut-être dans la chambre de chez mes parents, j'avais un petit tableau Velleda où j'avais écrit quelques trucs, mais ça a toujours fait rire Mathieu. Ok. Et du coup, vous lancez la suite et les autres collections. On lance la suite et les autres collections, et là, ça part vraiment de là, quoi. L'aventure part de là. Pourquoi Cigale? Parce qu'on voulait faire un petit clin d'œil au sud, au Cigale de notre pays. C'est le premier nom? Et c'est le premier nom. Okay. On n'a pas changé depuis. Et même le logo représente une petite cigale, et on est ravis de ce nom, et les gens s'identifient également, ceux qui comprennent. Ouais, chers auditrices, chers auditeurs, si vous avez lancé automatiquement la lecture de cet épisode, Cigale s'écrit donc S-E-A comme la mer, Sea en anglais, et Gale, G-A-L-E comme la fin de Cigale, mais aussi comme Gale. Et tu m'as dit que c'est une petite brise, c'est ça? Ouais, ça tombe très bien, voilà. Donc c'est brise de mer. Brise de mer, c'est très bateau. Ouais, mer, et Mafia Corse, non? La brise de... Ah oui. Bon, bref. Cigale, qui était le premier nom. Ok. Donc vous lancez les collections suivantes, toujours sur le même principe. Voilà. Tissu italien et production. Ah non, là il a fallu. On a tout revu les produits. On voulait vraiment, pareil, faire de la top qualité sur nos pièces. Donc là, les premières années, en 2015, on a développé une collection de t-shirts à base de laine mérino, qui est une matière qu'on utilise énormément. En fait, la laine mérino extra fine, c'est une matière naturelle, donc c'est de la laine, sauf que c'est rien à voir avec les pulls qui vous grattent, qui vous tiennent chaud et tout ça. C'est vraiment une matière naturelle très douce et qui a plein de propriétés. Oui, pardon, j'entendais végétal. Naturel. Ouais, tout à fait. Animal. Ouais. Qui est respirante, qui est... Voilà, on met ça en montagne. Alors, on met beaucoup ça en montagne, mais ça se porte également en ville et de plus en plus. Et nous, c'est ce qu'on recommande parce que c'est une matière qui est thermorégulante, donc elle vous tient au frais quand il fait chaud et inversement. Elle ne reprend pas les odeurs, donc vous pouvez mettre le même t-shirt plusieurs fois de suite. Vous pouvez partir en voyage avec moins de pièces, et c'est ce qui fait en sorte que en fait, vous pouvez acheter un vestiaire minimaliste avec moins de pièces, voyager plus léger et penser à d'autres choses qui vous font du bien dans la vie et moins à vos vêtements. Mais il y a quand même un petit délire là. Donc tu rentres de Chine avec un... T'as plus envie de bosser en ville ni dans une grande boîte. Ouais, j'aime voyager. Mais t'aimes voyager, tu pars sur un délire qui est vas-y, on va faire un short de bain parce qu'on a marre d'avoir les cuisses irritées. Ouais.
Tu découvres la fringue et tu deviens un spécialiste. Tu m'as dit que tu fais tous les salons possibles. Voilà, je suis devenu un geek du tissu et j'ai vraiment j'ai fait tous les salons, je suis allé voir tous les fournisseurs, j'ai compris en fait comment se fabriquer un vêtement à ce moment-là. C'était important ? Ah oui, c'est très important pour ne serait-ce que pour avoir des produits de qualité, pour justifier nos choix et pour comprendre comment marche en fait un vêtement dans sa technicité, quoi. Donc ça c'était hyper important et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force, c'est notre collection. Que tu dessines toi-même ? Que je dessine moi-même, et ce qui fait vraiment notre force, nous, ça va être nos matières. On va dire que les dessins, le design pur et dur, ça reste quand même du très classique, facile à porter tous les jours, dans les couleurs, dans les coupes, dans les détails de finition. Simplement, nous, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être nos matières qui sont comme aucune autre sur le prêt-à-porter classique. En élargissant la gamme, hein, puisqu'il y a des chemises, des polos, des shorts, des pantalons, des vestes. Ça, en 8 ans, on a pu élargir énormément la gamme. Et un masque. On a même fait des masques. Et un masque. Donc, je te demandais si les circuits de prod étaient les mêmes ? Alors, on a quand vous lancez cette nouvelle... alors non, là, c'était différent parce que justement, c'est très différent de faire un short, de faire un t-shirt. C'est plus les mêmes intervenants, c'est plus les mêmes fournisseurs de fils, les mêmes tricoteurs, les mêmes confectionneurs. Donc, il faut aller chercher tout ça. Et donc, ça, c'était un bonheur. Nous, on a été très, très produits. Donc, on s'est vraiment focus là-dessus. Et puis, on a eu nos premières prods qui sont arrivées en 2015, qu'on a vendues aux clients qui avaient acheté le short et à d'autres. Et surtout, on avait en tête de faire un crowdfunding depuis un petit moment, depuis qu'on avait commencé la marque. Et c'est là qu'en 2016, on a lancé notre crowdfunding. Pourquoi ? Alors justement, on s'était dit qu'il y avait un truc à faire sur les US, parce qu'en notre Kickstarter, on voyait ça comme un truc qui pouvait faire potentiellement boule de neige. Et on voyait des projets vraiment bien réussir, donc on voulait absolument aller sur Kickstarter, en pensant naïvement que tous les Américains allaient se ruer sur notre produit et allaient acheter en masse. Évidemment, ils n'attendaient que ça. Et donc, on a réalisé notre rêve. On a fait cette campagne de crowdfunding en 2016. Sur Kickstarter ? Sur Kickstarter. 2016, il s'est passé 2 ans là. Ouais. La campagne, vous la faites quand ? Justement, alors on la lance en janvier pour livrer des shorts en mai, quoi. Donc il s'est passé 1 an et demi en vrai. Voilà. D'accord. Pour livrer des t-shirts en mai. Enfin, des fringues, des shorts en mai. Avec le recul, c'était un succès ou pas ? Ouais, on a fait plus de 100 000 euros de CA sur cette campagne. Et en fait, on s'en est servi comme de tremplin pour la saison. Ça veut dire qu'on a teasé sur nos clients existants, on a embasé du mail pour pouvoir faire monter la sauce. Et ça, c'était une des réussites du crowdfunding, c'est qu'on n'est pas parti d'une page blanche comme si on avait lancé le jour 1 de la marque. On est parti après 1 an et demi de tâtonnement, de création de base pour pouvoir justement avoir une grosse attente à la sortie du crowdfunding. Et quand on a lancé, on a tout de suite pété les scores. Ouais. Vous n'avez fait qu'une seule campagne. Hein. Ouais. Elle est encore disponible, chers auditeurs, chers auditeurs. Vous tapez Seagale et Kickstarter, vous la trouverez. 100 000 euros, c'est ça, avec 800 backers. Pourquoi c'était un succès ? Je recommande la lecture de la vidéo qui est très fun. Alors, je la lancerai plus tard, mais ok, très bien. C'est ton associé dessus, non ? Ouais. Ah ouais ? Ouais. Ok. Ouais, c'est toute l'histoire comment on se l'est racontée. Il faut que je fasse plus de sport. Non, mais les tablettes de chocolat, c'est surfait en vrai. Ouais. Pourquoi c'était un succès ? Parce que justement, alors 2 choses. Déjà, le produit qui était innovant et qui était quelque chose que personne n'avait vu. Et donc, en fait, on répondait à un problème. C'est-à-dire que ce problème du filet qui gratte, c'était quelque chose qui n'avait pas été adressé auparavant. Donc, on a trouvé notre communauté avec ça. Et également parce que justement, on avait bien teasé en amont. On avait fait une landing pour préciser le jour du lancement avec des pubs. Donc on avait fait monter aussi comme ça et embasé du mail avec notre teasing auparavant. En amont, est-ce que tu as communiqué auprès de ta base de premiers acheteurs ? Alors en même temps, on parle de 400 personnes, donc c'est pas non plus... Oui, bien sûr, qui avait un peu grossi depuis parce qu'on avait sorti des t-shirts et d'autres gammes, mais on a pas mal communiqué avec eux et on leur a demandé à eux de backer au plus fort, donc dès le début, quoi. Ok. Tu avais déjà tes produits ? Non, pas encore ? Non, ils étaient en cours de prod et j'avais pas passé tous les ordres de commande parce que je ne savais pas si j'allais faire 100 000 ou 2 millions. Donc t'attendais parce que les États-Unis m'attendaient. T'attendais la fin de la campagne pour finaliser tes ordres d'achat, mais t'avais déjà commencé avant. Oui, j'avais commencé à mettre mes pions chez les fournisseurs en disant je vais vous passer une commande là, mais je sais pas combien ça va être. Et du coup, tu avais aussi, mine de rien, ça faisait 1 an et demi que tu travaillais avec certains d'entre eux. Bien sûr. Certains d'entre eux. Qui pouvaient me faire confiance. Ils pouvaient te faire confiance et toi, tu pouvais leur faire confiance. Absolument. Il n'y a rien de pire que ces campagnes de crowdfunding où tu finances un truc qui est postponé pour finalement ne jamais arriver. Jamais livré. Et on te rembourse même pas ou la moitié, enfin bref. Ouais.
Ok, donc toi, tu avais validé déjà pas mal de choses. Ouais. Cette campagne, ça te permet de donner un coup de boost, d'embaser du mail. Alors, sur les chiffres sont publics, je peux le dire, hein, puisque c'est sur la page, mais sur les 800 acheteurs, tu as combien d'emails en tout ? Je dois avoir peut-être 5000 emails. Ok, donc ça fait super 17% de transfo. Quoi. Ouais, super, taux de transfo là-dessus. Ok. Donc on est à l'été 2016, ça fait 2 ans que vous êtes lancé. Vous avez fait une première série avec les shorts de bain qui était un coup d'essai transformé, puis vous avez élargi la gamme. Comment est-ce que tu aurais pu faire des choses différemment sur ces 2 premières années ? Est-ce que tu as avec le recul, tu as des apprentissages sur... Complètement. Déjà anticiper, prévoir la suite. Hein. Nous, on a eu des mois et des mois sans cam à l'entrepôt, en fait. Donc, on n'avait rien à vendre. Et ça, c'était dur parce qu'on faisait littéralement 0 de CA, 0 commande. Et ça, je recommande à tout le monde d'avoir... Et le soufflet retombe, quoi, en plus. Absolument, voilà. Donc, on n'entend plus parler de vous, on ne donne plus de nouvelles, donc il n'y a plus d'animation commerciale. Et là, effectivement, c'est pas les meilleurs moments. Donc, moi, ce que je recommande, c'est avoir un projet clair, une vraie vision, anticiper en amont ce qui va se passer, les mois, même les délais de production qui sont très longs dans le textile. Et ça, se baquer sur tous ces problèmes qui peuvent arriver, quoi. Ouais, c'est l'opposé de battre le fer tant qu'il est chaud. Voilà. C'est marrant parce que je dis souvent des choses qui sont contradictoires, ça m'arrive, mais tu as souvent plusieurs lancements quand tu crées ta boîte. Tu ne lances pas qu'une fois, tu lances 2, 3, 4, 5, 10 fois. En revanche, je pense que d'avoir 1 ou 2 lancements où tu vois coup d'avance sur ta com te permet de battre le fer tant qu'il est chaud et de préparer les coups d'après. Typiquement, si tu avais déjà commencé à préparer un petit peu ta collection suivante, qui aurait été un pull de printemps, un pull d'automne, pardon, après le premier été, tu aurais peut-être. Alors vous avez très bien réussi, hein, c'est pas une, mais surfer sur. Voilà. Mais ce crowdfunding, ça a vraiment fait démarrer la marque. C'est-à-dire qu'avant, on était en mode test, on faisait vraiment en bidouillé, mais ce crowdfunding a vraiment lancé la marque et on a vu vraiment la différence depuis avec le CA au quotidien, quoi, parce qu'on avait déjà des produits à vendre et donc ça a vraiment tout changé sur notre notoriété et surtout sur le business qui rentrait, quoi. Ça veut dire quoi de lancer la marque ? Ça veut dire pour nous avoir une notoriété petite à petite échelle, mais au moins qu'on ait des gens qui disent ah oui, je vous ai vu quelque part, j'ai vu passer ça, soit j'ai acheté ou j'ai un pote qui a acheté, avoir plus de monde déjà qui vous dit ça, et surtout quand on regarde les chiffres, avant on avait des courbes qui tapaient le sol, c'est-à-dire qu'on avait des courbes qui arrivaient à zéro sur des jours où on faisait pas de commandes. Depuis ce jour-là, on avait des commandes quotidiennes. Ça nous changeait la vie, parce que tous les jours, on allait à la poste déposer nos colis. Alors, fast forward, on est en 2022, 8 ans plus tard, vous avez 160 refs, avec de la prod un peu... Alors, je peux le dire, en Lituanie, Tunisie, France, Italie, Portugal, un showroom à Toulon, une boutique dans le Marais à Paris, et une logistique intégrée. Vous avez bootstrappé la boîte jusqu'à présent, avec un Kickstarter, enfin un crowdfunding entre-temps. La question de la levée de fonds s'est posée un moment ? Oui, d'autant plus que Mathieu bossait en M&A, donc il connaît bien le business. Bien sûr, on s'est posé la question, on s'est dit, tiens, si on accélérait. Et donc, nous, on avait tous les feux étaient verts pour accélérer. Mais c'est là où on s'est posé sur des journées de stratégie, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et en fait, c'était pas notre vision d'associer depuis le début. Donc, on s'est dit, tiens, on continue comme ça avec notre croissance, notre rentabilité, et on va faire une marque qui va voler de ses propres ailes. Et jusqu'ici, on est très content de cette décision. Un beau parallèle qu'on peut faire à ce stade-là de l'épisode, c'est avec Unbottled, où il y a aussi un... Alors, les 2 fondateurs sont l'un en finance et l'autre dans le domaine, cosmétique, hygiène. Mais le fait que il ait déjà eu une expérience en finance, en M&A, leur a permis d'accélérer, justement, d'être au courant de comment on fait des levées de fonds. Donc toi, c'était le cas aussi avec Mathieu. Et vous avez choisi l'indépendance. Ah ouais, tout à fait. Enfin, l'indépendance, t'es toujours le... Non, mais t'es toujours dedans, hein. Toujours dedans, non, bien sûr, mais t'as toujours un boss, c'est ton client final et le produit que tu lui livres, quoi. Ouais, c'est sûr. Ok, et donc de tout faire en interne. Ouais, ça c'était vraiment... en fait, on s'est dit, tiens, mais... Et le choix d'une croissance... raisonnée. Ouais. Et pas délirante avec 15 ouvertures de boutique à l'année, quoi. C'est pas ce qu'on voulait faire. C'est pas le genre de boîte qu'on voulait créer, disons, au début, quoi. Ça va changer ? Disons qu'on se pose des questions. On va toujours faire les choses pas à pas. Hein. On va pas ouvrir 15 boutiques en un an. Mais disons par exemple, le step mental de se dire on va ouvrir une boutique, on l'a passé que l'année dernière, alors qu'on aurait pu le passer il y a bien longtemps. Bah, tu sais quoi, allons-y, puisque le sujet est lancé. On parlera aussi d'international, je ne l'ai pas dit en intro, mais donc vous avez votre showroom depuis le début ?
Oui, depuis le début, on accueillait des clients chez nous parce qu'au début, on était chez mes parents, puis on a pris une petite boutique en centre-ville à Toulon, puis après une plus grosse boutique. Donc, les Toulonnais nous connaissent, ils viennent chez nous, ils font leurs petits achats, et en disant que c'était pas la boutique de Paris. Et qu'est-ce qui vous pousse à ouvrir cette boutique à Paris l'année dernière ? C'était surtout les demandes de nos clients. Donc, nous, on a fait qu'écouter nos clients depuis le début. Tout ce qu'on fait, c'est vraiment répondre aux besoins de nos clients. Quand on a des demandes farfelues qui sont épisodiques, on les écoute sans vraiment actionner. Mais quand on a 20, 40, 200 clients qui vous disent « Mais quand est-ce que vous ouvrez une boutique à Paris ?» À un moment donné, tu dis que le signal n'est pas si faible, il est un peu fort. Ouais, c'est ça. Donc, on a cherché l'opportunité. Ça tombait bien, c'était post-Covid. Et on a trouvé une super boutique qui nous correspondait bien, très bien placée. Il y avait déjà une marque existante avec presque une déco à pas trop faire grand-chose, donc c'était impeccable. Puis il y avait déjà une marque existante dans la boutique dans la boutique avant qu'il faut la récupérer. Voilà, on a récupéré la loc là-bas et ça se passe super bien. Donc on est ravis de notre expérience en physique. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une boutique ? La première chose, les conseils que tu te donnerais il y a 1 an et demi du coup. C'est 2 choses. C'est déjà évidemment trouver l'emplacement, donc ça c'est essentiel. Disons que ça tout se fait et tout a un prix, mais on arrive à trouver généralement la bonne formule pour soi, et surtout après c'est trouver les humains qui vont aller la manager, qui vont aller l'animer, et ça c'est aussi essentiel que les produits qu'on vend, parce que c'est vraiment une boutique sans de bons vendeurs, ça fonctionne pas. C'est un épisode génial que j'ai enregistré avec Nicolas de Retailoscope, où on parle de ça, et que les vendeurs sont tes premiers ambassadeurs en fait. Bien sûr. Et il donne l'exemple, je ne savais pas, mais Macy's, qui est une chaîne de grands magasins aux États-Unis, qui a, je sais plus, 100 000 employés, a un système d'influence pour ses employés. Donc les employés peuvent, s'ils le souhaitent, photographier, publier des produits sur leurs réseaux sociaux et toucher une com avec des liens d'affiliation, tu vois, en interne. Ouais. Comment transformer ta force de vente en ambassadeur de ta marque. Donc tu l'as dit, emplacement et équipe. Équipe, notre vendeur actuel, notre responsable de boutique, c'est un client de la marque qui était super fan et qui nous écrivait, et en fait qui un jour nous écrit en nous disant simplement, il savait même pas qu'on allait ouvrir une boutique. Il était au service client d'une autre boîte dans la région parisienne. Il nous dit voilà, je sais pas si vous cherchez du taf, mais j'adore votre marque. Et je leur ai dit qu'est-ce que c'est cool, très bien. Il faut vraiment écouter tous ces signaux. Quel meilleur ambassadeur et vendeur qu'un mec qui te dit, qui vient te chercher pour le faire, quoi. Bien sûr. Bon, ensuite, il faut qu'il bosse bien. Mais oui. Donc, emplacement et équipe, vous tombez sur une opportunité qui est bonne avec une... Enfin, mine de rien, c'est pas grand-chose, mais c'est 5, 10, 15, 20 000 balles d'économiser. Ouais. Une déco qui est pas complètement à refaire. Bien sûr. Ok, t'as le vendeur, t'as la boutique, il faut du stock. Ouais. Qu'est-ce que tu y mets comme catalogue ? Mais je mets tout. Tu mets tout, les 160 refs ou les 100... Ça passe. On y arrive, ouais. Après, c'est très simple. Nous, on envoie un camion avec 2 stagiaires remplir la boutique, et puis derrière, on déroule, c'est-à-dire qu'on fait un réassort régulier, on envoie 2-3 colis par semaine à la boutique pour qu'ils puissent avoir du stock, mais c'est de la gestion très fine. T'as tous les best-sellers en stock dans toutes les tailles, mais les choses qui se vendent un peu moins bien, tu vas avoir peut-être que quelques couleurs, pas forcément toutes les tailles pour pas remplir ta boutique. Et tu vends pas la même chose, j'imagine, à Paris qu'à Toulon. Non, tu vends pas la même chose, mais moi j'aime bien avoir l'idée d'avoir tout le catalogue, parce qu'on a pas mal de gens qui viennent chez nous en destination. Ça veut dire que c'est des gens qui ont repéré la marque sur internet, qui viennent et qui vont essayer tout le catalogue. Ils se disent, ok, là j'ai mon après-midi. Ils sont pas là par hasard. Voilà. Je viens de Strasbourg, là je suis là pour la journée. Je fais 3 heures à Paris, mais je vais passer 1 heure à la boutique tout essayer parce que j'ai repéré la marque, mais que j'ai pas envie forcément de tout acheter sur internet. Tu te souviens de la part de tes clients en région parisienne ? Online avant l'ouverture de la boutique ? Je dirais dans les 15-20%. 15-20%, ok. Donc, tu as la boutique, tu as les vendeurs, maintenant tu as le stock, avec tes 2 stagiaires qui ont acheté la boutique. Tu y as mis tes best-sellers, évidemment, plus des produits, enfin le reste des rêves pour que les gens puissent au moins découvrir ou essayer et comprendre Seagal. Seagal, pardon. Seagal, autant pour moi. Top, maintenant il faut faire venir du monde, donc tu as une zone de chalandise parce que c'est un lieu de passage, non ? Oui, c'est très très bien placé, c'est au milieu de toutes les marques un peu comme nous dans la tendance, et donc on va dire que le trafic est là, on savait que l'emplacement était top, et ça a été confirmé par les chiffres, cette année on a fait une super année, pour la première année on est vraiment ravis des résultats, et surtout les clients nous disent qu'ils sont bien reçus, qu'ils ont une super expérience d'achat, et on les revoit acheter en boutique, donc c'est la meilleure
la meilleure façon de prouver qu'on fait du bon travail. Ils reviennent, hein. Les vêtements techniques du quotidien. Soyez plus actifs, voyagez léger, restez élégant, ce qui est je suis sur les photos de la boutique. Ça veut dire quoi, de bons résultats? On fait 500 000 € la première année. 10% sur ta boutique. Ouais. Et c'est de l'additionnel Alors, on a un peu phagocyté les clients web parisiens, quand même. Mais quand même, on a fait beaucoup d'additionnels, et surtout avec des gens qui sont soit des réguliers ici, soit de passage. Ouais, on a pas mal d'étrangers qui viennent à la boutique aussi pour acheter directement. Ok, quelle surface la boutique? 55 mètres carrés. Pour 500 000 €, ça fait... c'est un bon ratio. Ouais, c'est un bon ratio. Tu sais pourquoi tu as fait un bon ratio comme ça? Oui, parce que je pense que simplement parce que c'est d'une part très bien placé, et d'autre part parce que cette boutique, elle était attendue. On n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain. Ça faisait 2-3 ans que les clients parisiens nous tannaient pour qu'on ouvre une boutique, et donc mais ils vont venir la première semaine ou le premier mois. Non, parce qu'on a vraiment énormément de récurrence sur nos achats. Okay. Et quand les clients essaient nos produits, généralement ils reviennent et ils rachètent, et donc on était très confiants là-dessus. J'ai eu le temps de faire le calcul dans ma tête, c'est 10 000 € du mètre carré, hein, c'est ça. C'est le prix de l'achat d'ailleurs du mètre carré parisien en commercial. Donc tu as la boutique, tu as les vendeurs, tu as le stock, l'assortiment produit, il faut la lancer. Donc tu m'as dit que tu as une belle zone de chalandise, tu as les clients qui vous attendaient, donc tu peux les activer. Comment tu as fait venir du monde? On a fait un event de lancement en faisant du mailing, en proposant à tous nos clients Paris et région parisienne de venir, en faisant de l'animation commerciale sur la boutique à l'année, et puis surtout du mailing pour nos clients du coin. Du PR, des relations presse un peu? Pas du tout. Pas du tout. Non. Donc que du bouche à oreille et de l'animation de votre communauté. Ouais. Votre communauté, elle ne vit pas que dans le mail, vous êtes présent sur les réseaux sociaux aussi. Absolument. Comment est-ce que vous le travaillez? On le travaille avec une animation régulière de nos posts sur Facebook, Insta, et on n'a pas vraiment de segmentation particulière à ce niveau-là, mais on fait du retargeting et de la pub Insta également. Qui est l'acheteur? L'acheteur type, c'est, tu vois, mon frère que je te parlais tout à l'heure. Oui. Lui, c'est l'urbain, 40 ans, tu vois, qui va pas mal voyager. Vous devez pouvoir le croiser sur l'Insta ou l'e-shop. Ouais, voilà, c'est ça. C'est lui avec des lunettes là. Il est sur les. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, je faisais la remarque à Bertrand qu'il a des airs de Matthew McConaughey. Mais en fait, il me disait, non, c'est mon frère. Ok, très bien. Bon, parfait pour la boutique. Est-ce que du coup, il y a des plans d'ouvrir d'autres boutiques? Et oui, parce qu'on se dit, mais tiens, mais... Ça aussi, c'est transformé, 500 000 € la première année. C'est totalement transformé. Donc, on a un autre gros signal, c'est à Lyon. Du coup, ça, c'est la prochaine étape. Donc là, on recherche activement commerçants, commerçantes ou agents immobiliers. Si vous avez quelque chose à vendre sur la presqu'île, on est à Lyon. Voilà. Et si vous aimez la marque et vous voulez la vendre, travailler dans la boutique. Bien sûr. Très bien. Tiens, c'est un ratio qui va être intéressant, ça. Donc 500 000 € sur la boutique, ça fait 10% du CA. Les 90%, ils viennent d'où? En termes de canal de distribution? Que du web? Que du web. Combien coûte une boutique et un vendeur? Combien coûte un site web? Ça, c'est les gars qui... Je suis désolé, mais... Non, mais bien sûr. C'est clair. Moi, il nous arrive souvent ici d'avoir des mecs, des retailers qui viennent et qui disent, j'ai 6 boutiques, je vais ouvrir un site ou je vais refaire mon site. Vous avez quoi comme budget? Ils nous donnent des prix qui sont complètement délirants versus le ratio de CA que tu vas faire sur le site. En fait, il y a plusieurs choses. Il y a ça, déjà, et je pense que c'est important de savoir qu'un site comme une boutique, enfin là, je sais pas combien coûte ton pas de porte, mais si c'est 10 000 € par mois sur 12 mois, plus quelques frais, t'es à 150 000 €, plus ton vendeur, enfin voilà, c'est 250 000 € l'année. Je suis loin? Non, c'est pas dans ces eaux-là. Ouais. Bon, 250 000 € l'année, sur 4 ans, ça te fait 1 million. Un site web, ça va être 50, 100, 150, 200 000, un peu d'entretien et de TMA les années suivantes, mais c'est moins cher. Oui. Pour potentiellement démultiplier ton CA. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, il ne faut pas tout mettre dans le... Pardon, je donne une leçon, mais c'est marrant, j'ai eu cette discussion en plus la semaine dernière, et ce que je dis souvent, c'est que la plus belle des boutiques au fond d'une impasse, ça ne sert à rien. Donc, c'est bien de faire une belle boutique, évidemment, mais il faut, dans vos budgets, surtout garder du mou, mais beaucoup de mou pour de l'activation, pour faire entrer des gens dans la boutique et dans l'impasse, dans laquelle votre super boutique est placée. Bref, tout le reste en ligne. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur d'autres réseaux de distribution? Tu aurais pu être revendu. Ça, c'est un choix stratégique également. Nous, on est fervent défenseurs de
la marque et du fait qu'on ait nos clients à nous qui viennent vivre notre expérience sur notre site web et notre expérience d'achat, de réachat, notre expérience de retour également. Donc on veut vraiment que le client il n'ait qu'un point d'accès, ce soit nous, la marque, et qu'il ait accès à notre service client qui est conforme et que ce soit verticalement intégré. Verticalement intégré. À propos d'intégrer, on peut parler de la logistique du coup. Ouais. Tu m'as dit que dès le début, vous avez fait ce choix de tout internaliser. Ouais. Alors, je le dis parce que je l'ai appris tout à l'heure quand on préparait l'épisode, mais dans les 7 personnes, il y a tout le monde, dont la logistique, dont le vendeur à Paris. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais, nos 7 temps plein, tu vas avoir deux gars à la logistique, tu vas avoir le respo de la com, le respo du service client, nous 2 associés, le vendeur de la boutique. 160 ref, 200 colis par jour. Il fait quelle taille l'entrepôt? Alors, il fait... T'en as un dans lequel on fait des commandes qui fait 250 mètres carrés. Donc, il faut jouer un peu à Tetris avec ça. Et à côté, t'as un autre qui fait du stock avec 150 mètres carrés où là, on met le surplus de stock, quoi. D'accord, donc dans 500 mètres carrés, Ouais. tout passe. Pour 160 ref, et quelle profondeur? Vous avez combien de... On a, je te dis 160 modèles à peu près, répartis en moyenne 3 couleurs et 6 tailles. Ok. Donc, ça fait 15 000, 20 000 SKU. Comme ça. Ok, 15-20 000 SKU. Vous utilisez quel outil du coup? On utilise Presta comme backbone, nous. Comme backbone aussi. D'accord. Ouais, on n'a pas de Pour le WMS, On n'a pas. On fait tout un peu à la mano. Ok. Si tu veux, les produits, nous, ce qu'on fait, c'est qu'ils sont même pas code barré. On fait tout vraiment à l'ancienne. Et jusque-là, ça nous réussit plutôt parce qu'on a des taux d'erreur qui sont plutôt faibles. Et on est très heureux de faire ça comme ça, parce que ça nous évite justement de faire des invests un peu lourds là-dessus. Et ça nous permet aussi d'être plus flexible sur, tu vois, par exemple, toutes les marques, tu vois, par exemple, les produits ils arrivent dans des blisters uniques, tu vois. Ça, c'est un classique dans la mode. Par C'est-à-dire exemple, tu as ton t-shirt, tu achètes 100 t-shirts chez ton fournisseur, ils arrivent tous, chacun, packagés, dans un blister. C'est-à-dire un sac plastique. Ouais, et ça c'est bien ou pas? Bah, c'est pas très bon. Moi, j'aime pas trop ça parce que ça fait beaucoup Pour de plastique. l'environnement. Voilà. Oui, ok. Du coup, ça me permet, moi, en faisant mon petit entrepôt à la mano, je lui dis, tu me mets 10 t-shirts par blister, tu vois. Donc ça me permet aussi de consommer moins, et ce qui me plaît. Donc il y a aussi tous ces aspects-là, tu vois, qui font en sorte que dans l'équation, ça tourne bien. Et notre entrepôt, il est géré au carré. Mais donc PrestaShop en WMS, donc WMS c'est Warehouse Management System, et l'Order Management System, l'OMS, Presta aussi. Ouais, Presta aussi, ouais. Okay. Ouais, nos Presta, c'est vraiment notre solution où on met tout dessus, quoi. Donc en pratique, les commandes arrivent sur le site, ils passent à la log. Voilà. Et on a développé des petites apps en interne pour préparer les commandes. Ok. Avec vraiment, tu sais, on a tout bordé pour vraiment pas faire d'erreur, avec les codes couleurs qui vont bien, les petites photos et tout ça, pour que le préparateur il soit sûr de pas faire d'erreur. Et avec un rythme actuel de 200 colis par jour. Ouais. Ok. Il y a une... alors, pas les réappros, pardon, mais les nouveaux produits, les nouveaux designs arrivent régulièrement. Ouais, tout ça, c'est effectivement, on anime ça aussi régulièrement. Donc, on a en gros des permanences, tu veux, qu'on fait et qu'on améliore aussi de prod en prod, parce que nous, on écoute tous nos clients pour nous dire, ah tiens, mais regarde, tu devrais positionner le bouton un peu là, le zip plutôt comme ça. Donc ça, on écoute tout le monde et on améliore nos produits à chaque fois, c'est-à-dire qu'on se remet toujours en cause. Et après, on a toute une collection aussi qu'on développe pour animer commercialement, sur lequel on fait moins de quantité, parce qu'on prend plus de risques, parce qu'on ne sait pas si ça va plaire ou pas. Mais c'est là où on va vraiment animer la collecte avec nos clients fidèles qui sont ravis de découvrir ce qu'on va sortir, parce qu'on sort plein de trucs qui sont nouveaux. Et moi, en tant qu'un peu geek des tissus, tu vois, je vais chercher les petits tissus que personne n'utilise ou un peu les nouveautés de chez mes fournisseurs, et je vais faire une pièce avec, tu vois, et je fais une couleur, et après derrière, si ça cartonne, je continue, je fais d'autres couleurs, mais en gros, c'est comme ça qu'on se fait plaisir. Il y a beaucoup, qui sont néophytes, pardon, mais il y a beaucoup d'innovations dans le tissu. Ouais, t'as pas mal de trucs différents qui se font. T'as surtout dans le tissu technique, dans le monde du sport. Tout le monde cherche un peu à trouver des choses originales, et donc actuellement, en tout cas, t'as pas mal de nouveautés qui se font. Ouais. Et avec une production, du coup, à plusieurs endroits, tout arrive à l'entrepôt. Le packshot se fait chez vous. On fait tout chez nous, ouais, mais là, on fait de plus en plus shooting en extérieur avec nos modèles qui sont nos potes, en fait. Alors, moi, j'ai la chance, chers auditrices, chers auditeurs, de naviguer sur le nouveau site qui devrait sortir d'ici peu. On en parlera tout à l'heure, de votre migration de 1.6 à 1.7 sur Presta. Mais oui, il y a beaucoup plus de lifestyle sur les photographies et moins de packshot produits. Ouais. Et ça aussi, vous le faites vous-même. Absolument, ouais. Vous passez pas par une agence.
Non, pas du tout. Nous, on adore les photos. On fait au moins un shoot semaine, voire 2. Et donc, on a pas mal de contenu comme ça. Ça nous alimente aussi les réseaux. Et surtout, on a des belles pages produits, bien documentées, avec pas mal de photos pour les couleurs et tout ça. C'est toujours Mathieu, ça Non, là, on est sur notre pote Nello, qui est le mannequin historique, qui est là depuis 8 ans. Mannequin historique. Ouais, et ça fait 8 ans. Et c'était, à la base, c'était le petit copain d'une copine de lycée, et je l'ai croisé dans la rue un jour, j'ai dit c'est toi, et donc par hasard, et en fait depuis ce jour-là, il y a 8 ans, c'est notre mannequin officiel qui est sur 90% des shoots de la marque. Personne ne m'arrête jamais dans la rue pour me dire c'est toi. J'aurais aimé, moi je m'arrête beaucoup pour mauvais goût. Tunisie il y a 8 ans, ouais. Aujourd'hui Lituanie, France, Italie, Portugal, ouais. Comment est-ce que tu trouves tes partenaires ? Alors il y a deux choses au début. Quand tu connais pas, tu vas sur les salons, t'essayes, tu es un peu au niveau 1 du truc, c'est-à-dire que tu prospectes un peu à l'aveugle. Et après, quand tu commences à comprendre les partenariats entre les uns et les autres, quand tu demandes à ton fournisseur de tissus de te donner le contact d'un confectionneur qui travaille bien avec ses tissus à lui, tu vois, tu commences un peu à rentrer un peu dans le game, et là, tu arrives à vraiment trouver les petites pépites, tu sais, des ateliers qui sont aucunement référencés sur le web, et qui en fait, ils sont très bien, et qui bossent super bien, et qui en fait sont hyper sélectifs. Et avec eux, tu vas faire de belles choses. Ouais. Mais surtout qu'ils sont loin de toi, parce que tu me dis que les tissus proviennent d'où ? Alors, beaucoup France et Italie. France et Italie, ouais. Et les assemblages, les ateliers Tunisie, Portugal, Lituanie. Ok. Donc ces petits ateliers que tu découvres, il faut aller les chercher. Il faut y aller. La Lituanie, c'est pas à côté. Okay. Mais il y a un vol direct de Nice, c'est pratique. Qu'est-ce que tu sais aujourd'hui que tu aurais bien aimé savoir il y a 5-6 ans sur la prod ? Ah ouais, j'aurais aimé savoir un million de choses. J'aurais aimé savoir, effectivement, en fait, globalement, comment fonctionne l'industrie textile, et quelque part, en fait, c'est assez simple. Hein. T'as des gens qui prennent de la matière brute, que ce soit de la laine, du coton, du polyester, ils en font des fils, et en fait, t'as plein de fournisseurs. T'as le mec qui fabrique la matière première, qui est la fibre. Puis après, tu vas avoir le fournisseur de fil qui va juste prendre la matière et la transformer en fil. Puis après, tu vas avoir le tisseur ou le tricoteur qui va transformer le fil en tissu. Donc en fait, tu as plein d'intermédiaires. Et quand tu détricotes la pelote, là, tu t'aperçois que en fait, à chaque fois, il faut faire le bon choix. Et c'est en faisant le bon choix de tous ces partenaires-là, en amont, que tu vas faire une différence dans la qualité de tes pièces. Et donc, c'est comme ça qu'on a développé nous-mêmes nos propres matières. Et c'est pour ça qu'on a des pièces aussi qui font la différence sur la qualité. Tu as développé tes propres matières ? Oui, absolument. Il y a des matières cigales. J'allais dire cigales encore. Ouais. Il y a des matières cigales. Oui, complètement. Alors, j'ai plein de questions déjà, mais je commence par la première. Tu aurais pu le faire, le choix. J'imagine qu'il y a aussi des partenaires qui font du tout intégré, enfin de la laine au filage, à l'assemblage, au machin. Ouais, complètement. Pourquoi les choisir ? Alors, ça dépend des typologies de produits. Okay. Par exemple, je te prends les t-shirts, c'est un exemple. Là, tu vas voir la Lituanie. La Lituanie te dit, moi, je fais du tricotage, de la teinture sur place, et même la confection. Donc, en fait, eux, ce qui est pratique, c'est que à la fin, tu te retrouves avec une pièce, le t-shirt fini. Voilà. Ouais. Par contre, tu choisis tout. Tu choisis où est-ce qu'ils vont acheter le fil. Et donc, tu parles avec le fournisseur de fil. Toi, en direct, tu as un contrat avec le mec qui fournit le fil. Et tu les mets en relation. Et je les mets en relation. Tu leur dis, OK, vous maintenant, vous n'allez pas acheter là-bas, vous allez acheter là-bas. Ce fil-là, avec ces spécificités-là, qui a été fabriqué comme ça. Donc même, tu peux aller voir le fabricant de fil et lui dire, ce fil-là, tu vas le fabriquer comme ça. Donc tu peux développer ton propre fil pour faire ton propre tricot. Donc ça va assez loin, si tu veux pousser les développements. C'est quoi le tricot ? C'est le jersey pour ton t-shirt, il est en tricot parce que c'est pas du tissu, c'est du tricot, quoi. T'as pas une chaîne et une trame comme sur un métier à tisser. T'as une machine, une tricoteuse qui fait en fait des nœuds avec ton fil. Une tricoteuse. Ouais. Donc parmi les choses que tu aurais aimé savoir, il y avait de choisir le bon partenaire. D'aller vraiment remonter tout au bout de la chaîne pour fabriquer de la toujours meilleure cam. Ok. Et sur la logistique intégrée, chez vous, ça va changer ? Non, ça va pas changer, surtout pas. Ça, on veut garder vraiment la main en interne, surtout que ça nous permet énormément de flexibilité. Tu vois, tous nos colis, toute commande que tu passes avant 13h, en pratique, souvent 14, elle part le jour même. Et surtout, tous les... Ah mince, je me suis trompé, je voulais commander ça, mais en fait, c'était ça. Vous pouvez retrouver le colis. Donc, nous, on va dans le chariot. Le colis, il est déjà fait. On te retrouve ton colis dans le chariot de la poste, là, on plonge dedans, et puis on te change la commande avant même qu'elle parte. Donc, tu vois, on a vraiment du service comme ça additionnel, et les clients, ils adorent ça parce que c'est vrai que c'est pas avec un prestat, je pense un prestataire logistique qu'on peut demander. Il y en a des formidables, il y en a des très bons. Mais oui. T'es sensible au Made in France ? Ouais, complètement, bien sûr.
Alors, du coup, parce que c'est à moitié le cas. On fait beaucoup de tissus en France, nous. Donc on apporte pas mal de valeur en France. On a des formidables usines textiles en France chez lesquelles on achète nos tissus, donc tous nos shorts. Beaucoup de chemises, beaucoup de pantalons sont faits avec des tissus français. Des tissus français, mais assemblés à l'étranger. Mais assemblés en Tunisie, ouais, tout à fait. Donc si je peux les citer, ça s'appelle Sophie Leta, ils sont à côté de Bourgoin-Jallieu, ils sont très bien, ils travaillent très très bien, on est ravis de bosser avec eux, on a cette chance-là, on développe des pièces avec eux également. Et après, on a le Made in France, c'est pas une fin en soi, et surtout en termes de savoir-faire, il y a sur les textiles techniques avec beaucoup de stretch qu'on utilise nous, peu d'ateliers en France qui ont vraiment un savoir-faire, on va dire, long terme là-dessus. Et puis après, effectivement, on va pas se cacher, il y a aussi une question de coût. Ça coûte beaucoup de temps de fabriquer un pantalon, par exemple. Et aujourd'hui, en France, on n'a pas encore la dimension qu'ont des pays comme le Portugal ou la Tunisie sur de la fabrication à façon. Le week-end dernier, je faisais un tour en moto avec des potes et on est parti vers l'Alsace. Ensuite, il faisait tellement moche qu'on a bifurqué, on est parti vers la Bourgogne, remonté par le Jura, le Jura, remonté par la Bourgogne. Mais notre première destination, c'était quand même l'Alsace, les Vosges. Et on s'est arrêté à Gérardmer, je sais pas, il y a 2 écoles. Et qui était une belle région textile, et qui l'est d'ailleurs toujours, le lin des Vosges. Et qui reprend vraiment. Et qui reprend. Et je me faisais cette réflexion parce que je crois que. Alors, il y a une marque que j'aime bien qui est Bonsoir, dont je suis client. D'ailleurs, Bonsoir, si vous êtes les bienvenus, si vous voulez passer sur le panier, la porte est grande ouverte. Et je me faisais la réflexion que des marques comme celle-ci, et je crois que c'est le cas de Bonsoir, entre autres, mais redynamisent des vieilles industries ou des vieilles régions, alors soit textiles ou autres, mais comment la DNVB vient donner un second souffle, une deuxième vie. À des zones qui n'étaient pas mortes, mais bon, ça donne un nouveau souffle. Cool. Ah non, l'international, voilà, dernier point sur les ops. Tu fais 10% de ton CA à l'international via le web. Oui. Ok. Comment? Alors quel pays? Beaucoup les US. Les fameux. Ouais, ils sont arrivés finalement, mais pas au début, pas au crowdfunding. Les US, on a une petite communauté là-bas. Alors, c'est des gens qui parlent sur des forums, tu sais, c'est des forums un peu de nerds qui se disent: ah tiens, t'as pas des bons plans pour du matos technique qui se met tous les jours, regarde, tu peux acheter chez Sigal. En plus, c'est pas si cher que ça et tout. Donc, ils sont ravis d'acheter chez nous. Après, on a beaucoup de pays limitrophes, beaucoup la Suisse, la Belgique et UK et Allemagne, mais très peu l'Europe du Sud. Très peu l'Europe du Sud. Et ça représente 10% de ton CA. C'est ça. Donc 500 000 aussi. En croissance? En croissance tous les ans. Tout est en croissance. L'international, le même rythme que la France? Oui, ou pas? même rythme. Ok. Sachant que là, tu as eu un boost. Parce qu'on ne travaille pas du tout à l'international actuellement. Donc, c'est une démarche passive, cette croissance à l'international. Ouais. Ok. Cool, hyper intéressant. Écoute, passons à la suite. On a encore quelques points à voir qui m'intéressent. Vous êtes une petite marque, croissance pas à marche forcée, justement, à votre rythme. Comment est-ce qu'aujourd'hui tu gères ton activation et ton acquisition? C'est quoi tes principaux canaux? Tu m'as parlé du mail au début. Oui, bien sûr, on a le mail. Donc là, on bosse avec Sendinblue depuis le début aussi. Super solution. On est vraiment ravis de bosser avec eux. Nous, on a un mailing du dimanche soir. Ce qu'on fait, c'est qu'on active notre newsletter, là, si vous vous reconnaissez, si vous êtes abonné. On essaie de raconter un peu l'histoire de la marque le dimanche soir. Donc, c'est beaucoup de sorties produits avec des nouveautés, avec des lancements, avec des offres de lancement, des choses comme ça. Et c'est là où on donne du contenu. En fait, on essaie de jouer avec ce rendez-vous-là qu'on a avec nos clients une fois par semaine pour donner un peu des news. Et puis après, on a évidemment le SEO un petit peu, mais surtout, on fait du paid sur Google et un petit peu sur Facebook. En termes de ratio, c'est quoi le mail? Le mail, on a 20% de notre CA avec le mail. Donc, traquer 20% de CA. Ouais. Et le mail, c'est des gens qui sont... Quelle est la part de newbies? Tu les connais? Non, je ne pourrais pas te dire. Ok. Ouais. Ma question était du coup, comment est-ce que tu gères ton repeat, ton rebuy? Ah oui, avec ça, ça on fait beaucoup de relances sur, par exemple, là, notre newsletter du dimanche, par exemple, ou alors carrément tout ce qui est panier abandonné, évidemment, choses comme ça. Mais la newsletter du dimanche, elle touche tout le monde?
client comme prospect. Après, on a des petites segmentations, tu vois. On fait par exemple sur la femme, si on a des événements sur notre boutique à Paris, on va cibler par exemple que la région, mais généralement la newsletter du dimanche touche tout le monde. Ok, t'as un ordre de grandeur du nombre de segments que t'as dans ton Sendinblue? Pas beaucoup, j'en ai 4, tu vois. Okay. Donc ça va pas très loin. Mais ça, c'est un axe aussi sur lequel il faut qu'on bosse avec le nouveau site là. T'as dit un truc d'ailleurs et je t'ai pas du tout interrogé sur le sujet, mais il y a un jour où vous vous êtes dit tiens, on va faire des vêtements pour femmes. Ouais, parce qu'elle nous le demandait. Tous les mecs disaient mais attends, mais moi j'ai ce truc là, ce t-shirt il est fantastique, ma femme me demande et tout, elle me le pique tout le temps. Et quand on en a un, deux, et puis après une cinquantaine de personnes qui nous disent ça, on va le faire. Donc on y va doucement. On a une gamme qui est plus réduite que sur l'homme. C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est on va avoir 40 modèles femmes. Ok, et 120. Et 120, ouais. Ok. Vous savez quoi? Ça fait 3 quarts, un quart. Non. Oui, dans ces eaux-là, pardon. Ok, donc l'email pour 20% de vos ventes. Ouais. SIA, SEO, Google, quelle part? 30%. 30%. Tu as écouté l'épisode que j'avais fait avec Thomas Pédégaille de Email Club? Oui, j'ai écouté. Ouais. Je suis désolé de ne pas être au niveau. Super épisode que je vous recommande. On fait un catch-up d'ailleurs dans pas longtemps sur comment préparer le 4e quarter 2022. C'est aussi, il se trouve, un partenaire du panier puisqu'il sponsorise des épisodes. Et cet épisode, si vous l'avez raté, c'était en gros, je traduis le titre tel qu'on l'avait imaginé, mais on n'a pas osé le publier comme ça. Mais si tu fais pas 30% de ton CA avec l'email, t'es un gland. Une glande, je sais pas si ça existe au féminin, mais bref, tu t'en sors mal, quoi. Google 30%, il reste Meta. Un petit peu de méta, mais surtout... Moi, c'est comme ça que j'ai découvert la marque. Ah ouais, tant mieux. Tu vois, pas retargeté, parce que j'avais pas visité. Ouais. Je sais pas comment, j'ai dû avoir... Pourtant, c'est un tout petit budget comme qu'on met sur... On met, tu vois, 1% de notre CA sur Meta, par exemple. Donc, c'est à une époque, c'était il y a longtemps, mais tu pouvais arriver à cibler des gens. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, tu mettais... le profil. Non, mais surtout, si tu veux... Alors, je sais que... une marque avait fait ça avec Harrington qui écrivait sur TechCrunch, mais en fonction de ses likes, il savait comment le toucher, tu vois, et tu cibles tellement que ça touche une personne et cette personne, 100, 1000, peu importe, mais que tu es à peu près sûr d'avoir cette personne dans les pubs, dans le ciblage. On n'a pas fait ça avec toi, je te rassure. La photographie, vous la faites en interne? Ouais. Tous les assets? Ouais, c'est Quentin qui s'occupe de ça et il adore la photo, il adore la com, ça tombe très bien. Vous êtes hyper efficace quand même. Tout le monde est hyper polyvalent chez nous, on recrute que des mecs polyvalents. Les moutons à 5 pattes. Ouais. Est-ce que c'est compatible avec la croissance? Est-ce qu'à un moment, c'est ce qu'on se pose comme question, parce que c'est vrai qu'on est très très staffé là, on a beaucoup été sous-staffé, notamment sur les périodes de bourg. C'est en fait notre anniversaire le 1er mai tous les ans, et on fait aussi une offre pour Black Friday, donc généralement c'est des périodes vraiment de gros staffing chez nous. L'entrepôt est un peu engorgé, donc là on coûte un peu des extras, tu vois, pour ça, mais notre service client, tu vois, il n'est pas à la hauteur de là où on voudrait qu'il soit dans ces périodes-là. Donc oui, on a encore des améliorations à faire pour améliorer la team et surtout améliorer l'expérience. Ouais. Et du coup, d'un point de vue marketing, donc tu m'as dit principalement email, Google, Meta. T'as des marronniers dans l'année? Ouais, justement, c'est de ces deux-là, quoi. C'est vraiment l'anniversaire et Black Friday. Ça tombe bien, ils sont à peu près 6 mois d'intervalle, tu vois, donc ça tombe bien. Mais tu fais Black Friday? Je fais Black Friday, alors c'est surtout pour faire découvrir à tous les clients qui nous disent mais c'est juste un peu cher pour moi, machin. Donc en fait, eux, ça leur donne un petit peu le trigger pour vas-y, il est temps maintenant, tu peux te faire plaisir, c'est Noël, vas-y. Fais-toi kiffer et achète du Seagal. Voilà. Et pas du Seagal. Top. PrestaShop, dès le début. Donc il y a 8 ans. Alors on a dû se poser la question une demi-seconde. Non, peut-être une demi-heure. On est, comme je t'expliquais tout à l'heure, on était à l'époque dans 2014, c'était en gros c'était Magento ou Shopify, quoi. Donc ou Presta, parce que Shopify était pas non plus à la dimension qu'il a aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que c'est quand même Shopify est très gros et surtout te propose du no-code, donc c'est chouette. Mais nous, on voulait mettre les mains dans le cambouis, on voulait comprendre comment ça marche. Tu vois, un peu comme moi, je suis devenu le geek des tissus. Mathieu, mon associé, il s'est mis les mains dedans et puis il s'est mis à coder du Presta, quoi. Donc c'était chouette. Parce qu'il a développé vraiment tout seul, il a bidouillé un truc de ses petites mains. Et le mec faisait du M&A à Londres, devait faire des trucs assez intéressants, une vie de ouf, beaucoup d'argent, peut-être un peu d'argent, j'en sais rien. Et il met les mains dans le code, quoi. Il se lance en PHP pour customiser son PrestaShop. Et aujourd'hui, donc, vous étiez sur 1.6 depuis le début, vous faites une refonte actuellement. Ouais. Elle sera pas sortie le 7 octobre? Elle sortira plutôt à la fin du mois d'octobre, voire début novembre. Voilà. Bon, ben voilà.
soyez patients quand vous écouterez cet épisode. Je donne pas l'adresse, parce que moi j'ai la chance de l'avoir. Non, très bien, bon, ok. Pourquoi rester sur PrestaShop ? Eh oui, bonne question. Alors déjà, question de fidélité, et qu'on a toujours été très content des services de la plateforme et surtout de la robustesse de la solution. Et là, il était temps qu'on passe à la 1.7, parce que la 1.6, c'était vraiment plus ce qu'il fallait faire. Et donc, PrestaShop, pour nous, c'est notre clé de voûte. Même si la 1.7, là, en fait, on a vraiment tout refait, quoi. C'est vraiment un développement from scratch. On n'a vraiment pas repris grand-chose de ce qu'on a fait dans la 1.6. C'est comme quand tu passais de 1.9 à 2, je crois, en Magento, ou alors 1.8 à 1.9, je sais plus, mais c'était une autre plateforme, quoi. Mais donc la question s'est posée. Ouais, la question s'est posée, et en fait on s'est vite dit non, mais on a envie de continuer à faire les choses un peu nous-mêmes. Et donc là, Mathieu s'est dit bon, bah là c'est un peu trop gros pour moi parce qu'il y a trop de refs, je ne pourrais plus tout builder tout seul. Donc on a fait appel à deux petits gars là qui nous ont bien aidés, qu'on a pris en interne là, on avait un alternant sur le projet pendant 1 an et un stagiaire pendant 6 mois. Et ces deux-là nous ont sorti le projet en 10 mois. Et donc là, c'est un peu un spin-off parce qu'ils créent leur petite agence web à côté, parce qu'en fait, ils ont créé, si tu veux, un Presta qui nous permettra à nous de ne pas faire de code. Si tu veux, ils ont créé sur le Presta, on pourrait développer nos pages produits comme si on était sur Shopify, tu vois, avec des blogs, des choses comme ça. Donc on pourra ne pas mettre les mains dans le cambouis, toute l'équipe com, tu vois, et pouvoir animer le site sans coder, quoi, quelque part. Donc en fait, c'est vraiment... pas forcément le cas. Enfin, la plupart des plateformes le permettent, out of the box, mais pour le faire vraiment bien, tu passes quand même souvent par un CMS ou une brique externe. D'accord, donc ils ont construit leur petite solution, leur petit agence, CMS PrestaShop. On les embrasse, il s'appelle Unfated, UNFATED, et c'est leur petite agence web là, et donc longue vie à eux. Unfated ? Ouais. Ok. Fainted ou FATED. C'était pas destiné, c'était pas le destin. Non. Fate, not fate, Unfated. Une agence web. Ok. Eh ben écoute, on leur passe le bonjour. On a souvent des demandes et on n'a pas toujours la bande passante, donc je penserai à eux la prochaine fois. Le CRM que vous utilisez. Donc Sendinblue pour l'envoi d'email, mais c'est Sendinblue aussi. Et Sendinblue aussi pour le CRM, ouais. Ok, donc lié à ton PrestaShop, et tu peux avoir d'un côté ou de l'autre, ils dialoguent tous les deux ensemble. Un apprentissage sur ces 8 années plusieurs. Celui du début, surtout, vraiment rester focus, planifier à l'avance et une vision. Et surtout, ce qui fait notre force aujourd'hui et avec laquelle vraiment je peux dire qu'on est fiers de ce qu'on fait avec nos petites mains, c'est-à-dire qu'on bootstrap depuis le début, on est fiers d'être, on est donc là 7 temps plein, puis on a 5 alternants actuellement qui nous aident pour toute l'équipe. Donc on est vraiment très fiers de faire ce qu'on fait avec nos ressources. Et donc on fait de notre mieux avec les produits qu'on a, c'est-à-dire qu'on développe vraiment les meilleurs produits qu'on peut, avec le meilleur service proposé. Et c'est comme ça petit à petit, on fait grandir la marque. On essaie de ne pas accélérer trop vite et de ne pas se brûler les ailes. Et c'est un peu la reco que j'ai, c'est-à-dire c'est lentement mais sûrement, mais avec des grandes ambitions. Tu peux me donner ta marge ou ton EBITDA sur 5 millions ? On est à peut-être un peu moins de 20%. C'est bien, et ça te permet de financer la suite. Absolument. Et surtout d'être crédible auprès de banques quand tu as besoin de lever des fonds, d'emprunter, de faire de la dette. Ouais, tout à fait. Ok, c'est confortable. Écoute, on se plaint pas. Il y a 8 ans, tu rentrais de Chine, tu n'avais plus envie de bosser dans une grande ville, plus envie de bosser dans un grand groupe. C'est ça. Dans un groupe. La mission est remplie, j'ai envie de dire. Je pense que vraiment, si on m'avait dit que 8 ans après j'en serais là où j'en suis, je signe dès demain. Donc écoute. Et la prochaine étape ? La prochaine étape, c'est justement, tu vois, nous on a un peu comme vision, tu vois, toutes ces entreprises un peu pas vieilles, mais qui ont su se réinventer au fur et à mesure des années, tu vois, mais toujours en gardant le contrôle, en étant opérationnel, parce que moi j'ai toujours envie d'être opérationnel, parce qu'en fait c'est mon kiff, si tu veux, d'aller au boulot et de créer de nouvelles pièces et de manager des équipes. Donc demain, il n'y a rien qui m'arrêtera pour faire plus, quoi, et tout en ayant la sagesse de pas se brûler les ailes, ne pas en prendre trop de risques, mais en prendre quand même. Donc on va dire qu'on avance, un bon père de famille. Un bon père de famille. Une ouverture à Lyon ? Ouais. D'autres ? Ah oui, il faudra qu'on en ouvre d'autres. Si on en ouvre 1 ou 2 par an, ce serait top dans les 5 prochaines années. Ok. Tu es en face de qui ? Qui sont les concurrents de Cigale ? En fait, on a plein de concurrents qui sont jamais vraiment directement en frontal.
On a des concurrents qui sont dans le prêt-à-porter classique, on va dire. Hein. Tu cherches une Frank Borum, il y a plein d'acteurs. Ça, le marché, il y a du monde sur le marché. Voilà. Après, sur notre petite niche de vraiment vêtements de voyage, technique, mais urbain, en France, tu as très peu d'acteurs. Tu as plus d'acteurs aux États-Unis, tu vois, par exemple. Et c'est de là, en fait, qu'on a nos petits clients américains. C'est qu'il y a 3 ou 4 marques là-bas qui se partagent un peu le marché, mais qui est beaucoup plus gros. Et là-bas, c'est des marques, je sais pas si tu veux, je te les cite, mais bref, c'est des marques qui fonctionnent bien et qui font beaucoup plus de CA, parce que là-bas, le marché est juste gigantesque. Et on se dit qu'un jour, peut-être, on ira de l'autre côté de l'Atlantique, mais pas tout de suite. Bertrand, merci infiniment pour ton temps, c'était passionnant. Merci d'être venu prêter tes conseils sur le panier. Chers auditrices, chers auditeurs, vous pouvez retrouver Bertrand Durand-Gasselin ou Mathieu Rivory, Rivory, sur LinkedIn. Et puis faites un tour sur Seagal, évidemment, seagale.fr. Et j'ai plus l'adresse en tête, mais dans le Marais. Ça se trouve 19 rue Comines. 19 rue Comines. Bertrand, merci infiniment. Merci Laurent. Chers auditrices, chers auditeurs, je vous dis à très bientôt. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et surtout, laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business. Chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.